La neige tombait drue, au point d'effacer presque la vieille colline, un endroit qui avait autrefois servi de poste avancé et que la guerre avait laissé derrière elle depuis plus de 30 ans. La femme se tenait seule face au vent glacé, les clés serrées dans sa main, frémissant légèrement. Elle venait d'acheter ce terrain pour une somme si dérisoire qu'elle en devenait suspecte. Elle s'appelait Evelyn Carter, 47 ans, les tempes déjà argentées, le regard calme, les mains étonnamment stables malgré le froid mordant. L'agent immobilier avait qualifié la vente d'opportunité unique. C'était toujours ce qu'on disait quand on ne savait pas, ou qu'on ne voulait pas, expliquer la véritable nature d'un lieu. Les documents, eux, avaient croité quelque chose d'inquiétant. Des pages entières rayées au marqueur noir, des coordonnées qui ne correspondaient pas vraiment aux cartes cadastrales. Un historique de propriété qui sautait brutalement de 1989 à aujourd'hui, comme si 3 décennies s'étaient dissoutes dans le néant. « Personne n'en veut », avait murmuré l'agent en évitant son regard. « En vente depuis 6 ans. » Evelyn avait payé comptant, sans poser de questions. Dans la vallée en contrebas, à Redwood Valley, les habitants avaient un leur propre nom pour cet endroit. Le terrain mort, la colline oubliée. Les plus âgés faisaient encore un signe de croix en passant devant la route d'accès. À la station-service, un employé avait refusé de lui indiquer le chemin, se contentant de dire que les affaires militaires restaient des affaires militaires. Mais Evelyn savait parfaitement où elle allait. Le site se trouvait au bout de Pine Hollow Road, une piste forestière abandonnée depuis la fin de la guerre froide. Son pick-up avançait péniblement dans la neige profonde, les pneus patinant sur une couche de glace dissimulée sous le blanc immaculé. La forêt se refermait autour d'elle, des arbres serrés, leurs branches alourdies par l'hiver, formant un couloir silencieux qui semblait engloutir chaque bruit. Lorsqu'elle atteignit enfin la clairière, le bâtiment était exactement comme sur la photographie d'archives qu'elle avait étudiée pendant des mois. Le Raven Ridge Facility, un bloc de béton trapu, presque invisible sous 30 années d'intempéries et d'abandon. La tour d'observation s'était partiellement effondrée. Le fil barbelé, rouillé jusqu'à prendre une teinte orangée terne, encerclait encore le périmètre en boucle lâche et inutile. Evelyn coupa le moteur. Le silence qui suivit fut total. Elle resta assise un long moment, observant la structure à travers le rideau de neige. Sa respiration embuait le pare-brise. Ses doigts tapotèrent une seule fois le volant, un vieux réflexe hérité d'une autre vie, d'un autre uniforme, d'un autre nom. La porte d'entrée pendait de travers sur ses gonds. À l'intérieur, l'air sentait l'humidité et les nids de rongeurs. Les murs portaient les traces sombres de dégâts des eaux. Des éclats de verre craquèrent sous ses bottes. Quelqu'un avait laissé des graffitis sur les parois. Dessins maladroits, dates, initiales. Des gamins de la vallée, sans doute, venus se prouver leur courage en pénétrant dans la zone interdite. Mais ils n'étaient jamais allés bien loin. Evelyn le voyait tout de suite. La poussière n'était perturbée qu'autour de l'entrée. Personne n'avait ouvert la trappe de maintenance. Personne n'avait trouvé l'escalier qui descendait. Elle installa son campement dans ce qui avait autrefois été la salle des communications. Son sac de couchage jurait contre les murs gris et impersonnels. Elle alluma un petit réchaud et fit du café avec de la neige fondue. Par la fenêtre brisée, elle observa la nuit tomber sur Blackstone Mountain. Après la tombée du jour, le vent se leva. Il faisait gémir le métal rouillé, des plaintes graves qui auraient pu effrayer quelqu'un d'autre. Evelyn s'adossa au mur, buvant un café déjà froid, écoutant le bâtiment craquer et se stabiliser autour d'elle. Elle n'avait dit à personne où elle allait. De toute façon, il n'y avait personne à prévenir. À minuit, elle se leva et marcha jusqu'au centre de la pièce. D'un coup de botte, elle dégagea les débris qui recouvraient la trappe au sol. L'anneau métallique était toujours là, exactement à l'endroit où il se trouvait 31 ans plus tôt. Elle ne l'ouvrit pas. Pas encore. Elle retourna à son sac de couchage et resta éveillée, à l'écoute. Le vent, le métal qui travaillait. Et en dessous de tout cela, un bruit qui aurait pu n'être qu'une illusion. Le bourdonnement électrique profond d'une machine qui aurait dû être morte depuis des décennies. Evelyn ferma les yeux. Le lendemain apporterait des réponses, ou des conséquences. À ce stade, c'était la même chose. Elle dormit sans rêve. L'aube filtra lentement à travers la brume de montagne. Evelyn se réveilla à 05h30, les vieilles habitudes refusant de disparaître,
et faisait chauffer de l'eau pour un café soluble lorsqu'elle l'entendit. Au début, ce n'était qu'un grondement lointain, semblable au tonnerre roulant dans une vallée éloignée. Mais le tonnerre n'est jamais régulier. Il ne s'amplifie pas avec une précision mathématique. Elle posa sa tasse et s'approcha de la fenêtre brisée. 3 hélicoptères prirent forme dans la brume matinale, pas les appareils civils de secours qui survolaient parfois la vallée. Ceux-ci étaient des transports militaires lourds, blindés, massifs, et pourtant quelque chose clochait. Aucun insigne, aucun numéro d'identification. Une peinture noire mate conçue pour absorber les radars plutôt que la lumière. L'entraînement d'Evelyn reprit le dessus sans effort. Elle observa leur trajectoire, estima leur capacité de charge, calcula rapidement le nombre de soldats à bord. 14 à 16 par appareil, 45 hommes à peu près. Les hélicoptères ne se posèrent pas. Ils se maintenaient en vol stationnaire à des distances parfaitement calculées autour du site, formant un périmètre triangulé. Le souffle des rotors souleva 30 années de neige et de débris, transformant l'air en un voile blanc et aveuglant. Evelyn s'éloigna de la fenêtre. Aucun geste brusque, les mains bien visibles, la procédure élémentaire quand on est encerclé et en infériorité totale. Un haut-parleur grésilla, puis Abby s'anima. La voix était déformée par l'amplification et le vacarme des rotors. Occupant de la structure. Vous vous trouvez dans une zone militaire restreinte. Vous êtes sommé de rester immobile. N'approchez pas des fenêtres. Ne tentez pas de quitter le bâtiment. Du personnel est en route vers votre position. Evelyn se tint au centre de la pièce, les bras le long du corps, la respiration calme et maîtrisée. À ses pieds, près du sac de couchage, sa tasse de café fumait encore. Le réchaud de camping diffusait toujours sa petite flamme bleue. Elle compta mentalement. 30 secondes, à peu près, avant que des bottes ne touchent sur le sol. La porte vola presque en éclats lorsqu'ils entrèrent. Une équipe d'assaut de 4 hommes, exécutant la manœuvre avec une précision académique. Armes levées, laser infrarouge balayant l'air poussiéreux. Aucun écusson, aucun nom. Même leurs gilets tactiques étaient dépouillés de toute identification. À genoux, ordonna l'homme de tête, main derrière la tête. Evelyn obéit sans la moindre hésitation, ni résistance, ni question. Elle avait trop souvent été de l'autre côté de ce genre d'intervention pour ignorer comment cela se passait. 2 soldats sécurisèrent rapidement la pièce, tandis que les autres couvrirent les angles. L'un d'eux, un sergent, devina Evelyn à sa posture, parla dans sa radio. Structure sécurisée. Un seul occupant. Femme, quarantaine, aucune arme visible. La réponse qui crépita dans son oreillette était trop faible pour qu'Evelyn l'entende, mais elle vit immédiatement son visage changer. D'abord la confusion, puis quelque chose de plus dur, de plus précis. Il la fixa autrement. « Madame » dit-il en abaissant légèrement son arme, « quel est votre nom ?»« Evelyn Carter. » Le sergent se figea. Il activa de nouveau sa radio, cette fois beaucoup plus vite, la voix tendue par ce qui ressemblait à de l'incrédulité. « Monsieur, nous avons besoin du commandement sur site immédiatement. J'ai besoin d'une confirmation d'identité. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'un des autres soldats. Le sergent ne répondit pas. Il continuait de regarder Evelyn comme s'il venait de découvrir une porte à l'endroit exact où il aurait dû y avoir un mur. Par la fenêtre brisée, elle aperçut d'autres silhouettes descendant en rappel depuis les hélicoptères. Une trentaine de soldats désormais, déployant un dispositif qui semblait totalement disproportionné pour une femme seule et désarmée dans un bâtiment en ruine. À moins qu'il ne sache. À moins que quelqu'un, enfin, ait relié les points. Evelyn resta immobile, à genoux, les mains derrière la tête, parfaitement calme, mais elle s'autorisa un léger sourire, invisible pour tous. Ils étaient venus plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Cela signifiait que l'achat du terrain avait déclenché quelque chose. Un vieux dossier oublié dans un sous-sol administratif. Un signal automatique qui aurait dû être supprimé depuis des décennies, mais qui ne l'avait jamais été. Parfait. La radio du sergent grésilla de nouveau. Cette fois, Evelyn entendit la réponse. En approche. Était à 2 minutes. Maintenez la position. Ne pas engager le sujet. Je répète, ne pas engager le sujet. Intéressant. Très intéressant, comme formulation. Les soldats attendirent dans un silence tendu. Evelyn compta ses respirations. Dehors, les rotors des hélicoptères martelaient l'air hivernal comme un battement constant. Lorsque la porte s'ouvrit de nouveau, l'homme qui entra portait les insignes d'un colonel.
Il avait la soixantaine passée, les cheveux gris, le visage buriné de quelqu'un qui avait passé sa vie en opération de montagne. Il posa les yeux sur Evelyn et resta immobile un long moment. Puis, la couleur quitta son visage. « Mon Dieu, murmura-t-il, c'est vraiment vous. » Evelyn soutint son regard sans ciller. « Bonjour, Thomas. » Le colonel Thomas Reed avait été lieutenant 31 ans plus tôt, jeune, ambitieux, exécutant les ordres sans les discuter. À présent, il se tenait dans l'embrasure de la porte du Raven Ridge Facility et chaque ride de son visage racontait le poids de ses 3 décennies. Il avait passé ses années à gravir les échelons, à prendre des décisions prudentes, à ne jamais poser les questions qui auraient pu mettre sa carrière en péril. Mais le jour où le nom d'Evelyn Carter était apparu dans les systèmes recoupés avec la liste des morts classifiés de l'opération Silent Trace, quelque chose s'était fissuré en lui. En 1994, il avait 25 ans, tout juste sorti de l'école d'officier, affecté à une mission de récupération dans une zone dont il n'était même pas censé connaître l'existence. Le briefing avait été minimaliste, récupérer les corps, sécuriser le matériel, poser 0 question. Le protocole standard quand une opération classifiée tournait mal. Ce qu'il avait découvert sur cette montagne l'avait hanté depuis lors. La scène ne correspondait pas au récit officiel. Les trajectoires des balles étaient incohérentes. Les positions défensives n'avaient aucun sens. Et surtout, les tirs provenaient de points élevés entourant l'avant-poste, des emplacements que seules des forces amies auraient dû occuper. Ce n'était pas un combat, c'était une exécution. Il avait tenté de signaler ces anomalies. Son supérieur l'avait réduit au silence avec une rapidité brutale qui ne laissait aucune place au doute. Ce n'était ni son affaire, ni sa responsabilité, ni son avenir, pas s'il comptait continuer à porter l'uniforme. Alors, il avait enterré tout cela, classé le souvenir dans ce compartiment mental où les soldats rangent ce qu'ils ne peuvent ni réparer, ni changer, ni jamais dire à voix haute. Il avait continué sa route, promotion successive, une carrière bâtie avec prudence, et puis il avait épousé Laura, une femme qui avait elle aussi perdu quelqu'un lors de cette même opération, sans que ni l'un ni l'autre ne comprennent le lien avant bien plus tard. Et maintenant, 30 ans après, le fantôme de ce jour se tenait devant lui, vivant, bien réel, l'obligeant à affronter des questions qu'il avait passé toute sa carrière à éviter. « Faites-la se lever », dit-il d'une voix basse. Les soldats hésitèrent. La voix du colonel Thomas Reed se durcit. « Maintenant !» Evelyn se releva, époussetant la poussière sur ses genoux. Elle ne se pressa pas. Chacun de ses gestes était mesuré, calme, assuré. L'attitude de quelqu'un qui savait exactement quel levier de pouvoir elle venait d'actionner. Reed fit signe à ses hommes de reculer. Ils obéirent, armes toujours prêtes, l'entraînement prenant le pas sur la confusion. « Evelyn Carter », dit-il lentement, comme s'il testait le nom. « C'est ainsi que vous vous appelez désormais. C'est mon nom légal, depuis 28 ans. Votre nom légal figure sur une liste de pertes, datée du 15 mars 1994. Statut « Tué au combat ». Alors il y a une erreur administrative. » Reed sortit une tablette de son gilet tactique et fit défiler plusieurs écrans. Ses doigts allaient aller vite avec l'aisance de l'habitude malgré le froid. « Vous avez acheté ce terrain il y a 6 jours, paiement comptant, via une société écran enregistrée dans le Nevada. Le notaire n'aurait jamais dû valider cette vente. Cet emplacement est classé comme propriété fédérale. »« Vérifiez vos cartes, » répondit Evelyn sans hausser le ton. Cette parcelle précise a été officiellement déclassifiée en 1991, revendue au Bureau de gestion des terres de l'État en 1993, mise aux enchères pour impayés fiscaux en 2018. Tout est légal, tout est documenté. La mâchoire de Reed se crispa. Il n'existe aucun dossier attestant d'un déclassement. Alors, quelqu'un n'a pas rempli les bons formulaires. Evelyn se dirigea vers son réchaud et se servit tranquillement une tasse de café. Le geste était délibérément détendu, presque provoquant. « Vous en voulez ? J'ai des gobelets en plus. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Non, répondit-elle en buvant une gorgée. C'est une réaction de panique. Elle posa la tasse. Vous avez passé mon nom dans vos systèmes. Il est ressorti avec des alertes que vous n'attendiez pas. Quelqu'un, plus haut placé, a paniqué. 3 hélicoptères, 45 hommes,
Aucun marquage d'unité. Ce n'est pas la procédure pour une simple intrusion. C'est une opération de confinement. Reed ne répondit pas. Son silence valait aveu. Evelyn se plaça au centre de la pièce. « J'ai acheté ce terrain. J'ai l'acte de propriété. À moins que vous ne soyez prêt à expliquer pourquoi l'armée américaine viole le droit de propriété civile, je vous suggère de me dire ce que vous faites réellement ici. Vous savez parfaitement ce que nous faisons ici. Dites-le quand même. » La main de Reed glissa vers son arme de service. Il ne la dégaina pas. Il se contenta d'en toucher la poignée. Un geste réflexe. Ce site est lié à l'opération Silent Trace. Cette opération demeure classifiée au plus haut niveau. Silent Trace, répéta Evelyn comme si elle goûtait les mots. C'est donc ainsi qu'ils ont appelé ça. Quelle élégance bureaucratique. Elle leva les yeux vers lui. Vous faisiez partie de l'unité stationnée ici. Mars 1994. 8 personnes. Soutien médical, communication, observation avancée. J'étais la médecin de combat, n'est-ce pas? Oui, d'après des dossiers qui n'existent officiellement pas. Et d'après ces mêmes dossiers, toute mon unité a été éliminée lors d'une embuscade ennemie le 15 mars. Aucun survivant, aucun corps récupérable. Evelyn le fixa. Et pourtant, me voilà. Quelque chose se fendit dans le masque professionnel de Reed. Pourquoi être revenu? Je ne suis jamais parti. Les mots restèrent suspendus dans l'air glacé. Dehors, les hélicoptères maintenaient leur vol stationnaire. Le souffle des rotors dessinait des arabesques dans la neige qui tombait. Un jeune soldat osa intervenir. « Monsieur, nous devrions évacuer la zone et la sceller. » Reed leva une main pour imposer le silence. Son regard ne quittait pas Evelyn. « Vous avez disparu pendant 31 ans, officiellement morte, et vous réapparaissez pour acheter légalement l'endroit exact où votre unité a soi-disant été anéantie. Pourquoi ?» Evelyn posa la paume de sa main contre le mur de béton. Parce que quelqu'un doit se souvenir de ce qui s'est réellement passé ici. Et ce ne seront pas ceux qui ont donné les ordres. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si, vous le savez, vous étiez là. Jeune officier, terrorisé, obéissant à des ordres absurdes, et vous faisiez partie de l'équipe d'extraction arrivée après coup. Vous avez vu les corps, vous avez vu les traces. Le visage de Reed se figea. C'est classifié, tout ici est classifié. Voilà précisément le problème. Evelyn se dirigea vers le sol et dégagea la trappe à coups de pied, faisant voler les débris. Savez-vous ce qu'il y a en dessous, Thomas? Vous vous en souvenez? Vous souvenez-vous de la vraie raison pour laquelle une unité a été postée ici? Ce n'était pas de l'observation, ce n'était pas des communications. Elle tira sur l'anneau, le métal hurla en protestation, la rouille s'effritant en éclats orangés. Sous la trappe, un escalier plongeait dans l'obscurité. Une odeur remonta, vieux circuit, air stagnant, et autre chose encore. Une présence, un bourdonnement électrique, sourd, vivant. La main de Reed se leva vers sa radio. « Commandement, nous avons une situation... » « Dites-leur, » l'interrompit Evelyn, « que le bunker est toujours actif. Dites-leur que le générateur de secours s'est enclenché dès mon arrivée hier. Dites-leur que ce qu'ils pensaient avoir enterré ici n'est jamais mort. » Les soldats se raidirent, armes légèrement relevées. Reed fixait l'ouverture béante de la trappe. Son visage s'était vidé de toute couleur. « C'est impossible. Le site a été désactivé. Tout a été mis hors service. » « Tout devait l'être, » corrigea Evelyn, « mais quelqu'un a laissé les systèmes profonds en fonctionnement. Quelqu'un qui savait qu'un jour, il faudrait peut-être récupérer quelque chose. Ou quelqu'un qui n'a jamais su comment tout arrêter sans déclencher les sécurités. » Elle posa le pied sur la première marche et commença à descendre. « Stop !» ordonna Reed. « C'est un ordre direct. » Evelyn s'immobilisa un instant et leva les yeux vers lui. « Je ne suis plus militaire, colonel, je suis une civile, sur une propriété privée. Vous voulez m'arrêter? Tirez-moi dessus, ajoutez-moi à une autre liste de morts. Faites-le officiellement cette fois. » Puis elle continua. Après une seconde d'hésitation figée, Reed la suivit. Les soldats descendirent derrière lui, leurs lampes frontales tranchant l'obscurité de faisceaux blancs. L'escalier plongeait bien plus profondément qu'il n'aurait dû. 3 niveaux, puis 4. Les parois passèrent du béton brut à l'acier renforcé. La température chuta nettement. Leur souffle formait des nuages pâles sous l'éclairage LED. En bas, une porte massive les attendait, scellée.
Evelyn posa la main sur le scanner biométrique. Après 31 ans, il n'aurait dû rien se produire. Le voyant s'alluma en vert. La porte se déverrouilla dans un lourd claquement mécanique. Reed resta figé. « Certains systèmes n'oublient jamais, » dit Evelyn doucement, « même quand tout le monde fait semblant. » Elle poussa la porte. Au-delà, les lumières s'allumèrent, les unes après les autres, révélant un bunker qui semblait avoir été quitté la veille plutôt que plusieurs décennies plus tôt. Des terminaux informatiques, des armoires métalliques, une table cartographique couverte de marqueurs encore en place. Et, le long du mur du fond, une rangée d'équipements vibrant d'une énergie constante. Sur la table, Reed reconnut immédiatement les marqueurs de déploiement. La superposition tactique. Il avait vu exactement cette configuration lors de briefings classifiés qui, officiellement, n'avaient jamais existé. « Opération Silent Trace », murmura-t-il. Evelyn se dirigea vers les armoires et en sortit un dossier. Le papier avait jauni avec le temps, mais il était intact, soigneusement conservé. Vous voulez savoir ce qu'était vraiment Silent Trace ? Ce n'était pas de l'observation, c'était un programme de test. De test sur quoi ? Des systèmes de communication expérimentaux, des canaux chiffrés quantiques, des satellites capables de traverser n'importe quel brouillage, une technologie qui donnait à un camp une domination informationnelle absolue. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, spécifications techniques, ordre de déploiement, et tout en bas, une liste de noms. 8. Nous étions là pour maintenir les équipements et consigner les résultats, pas des combattants, des techniciens. Reed prit le dossier. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il lisait. Le 15 mars 1994, reprit Evelyn, nous avons reçu un message d'urgence. Dysfonctionnement critique, fuite possible, ordre d'évacuation immédiate. Nous avons suivi la procédure, nous avons signalé l'incident. Elle marqua une pause, et ensuite, les tirs ont commencé. Une embuscade ennemie, répondit Reed machinalement. C'est ce que dit le rapport. Il n'y avait aucun ennemi, Thomas. Les tirs venèrent de nos propres forces. Le bunker sembla se figer. Même le bourdonnement régulier des machines parut suspendu. Reed releva les yeux. C'est une accusation extrêmement grave. C'est la vérité. On nous a éliminés parce que quelqu'un a décidé que l'expérience était trop dangereuse, ou trop coûteuse, ou trop susceptible d'être découverte. 8 témoins d'un programme qui n'aurait jamais dû exister. Evelyn sortit un autre dossier. Mais ils ont mal compté. Ils ont supposé que tout le monde était mort lors de la première attaque. Ils ne sont jamais descendus ici pour vérifier. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous vous êtes caché. Moi, j'ai survécu. Et j'ai passé 31 ans à m'assurer de pouvoir prouver ce qui s'est passé. Reed reposa le dossier avec une lenteur presque cérémonielle. Si ce que vous dites est vrai, et je ne confirme rien, pourquoi revenir maintenant ? Pourquoi vous exposer ? Parce qu'il n'y a pas de prescription pour les crimes de guerre, et parce que je suis en train de mourir. Elle haussa les épaules. Un cancer. 6 mois, si j'ai de la chance. Et parce que quelqu'un devait s'assurer que cet endroit raconte la vérité, au lieu de protéger un mensonge. Elle s'approcha de la rangée d'équipements et appuya sur plusieurs commandes. Les écrans s'illuminèrent, affichant des flux de données en mouvement continu. Ce système a tout enregistré, dit-elle, les communications audio, les échanges tactiques, les flux satellites. Tout ce qui s'est passé le 15 mars 1994 est ici. Chaque ordre, chaque appel radio, chaque coup de feu. Le visage de Reed passa du gris au blanc. Ces données auraient dû être effacées. Elles auraient dû l'être, mais le protocole d'arrêt n'a jamais été mené à terme. Quelqu'un a bâclé le travail, ou quelqu'un a hésité au dernier moment. Dans tous les cas, la vérité a survécu. Et maintenant, demanda Reed d'une voix rauque, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Tout publier ? Aller voir la presse ? Lancer une enquête ? Evelyn secoua lentement la tête. Je veux la reconnaissance. Je veux que les 7 personnes mortes ici soient rappelées pour ce qu'elles étaient, assassinées par leur propre chaîne de commandement. Je veux que leurs familles sachent qu'elles ne sont pas tombées dans un affrontement héroïque imaginaire. Je veux leur nom gravé sur un mémorial. Et je veux que ceux qui ont donné les ordres en subissent les conséquences. Ce n'est pas possible. Alors rendez-le possible. Vous êtes colonel maintenant. Vous avez l'accès. Vous avez l'autorité. La voix d'Evelyn resta parfaitement stable, froide. Ou bien ne le faites pas. Laissez-moi m'en charger à ma manière. Je peux envoyer des copies au Tsugawa de tout ce qu'il y a dans ce bunker à chaque grand média du pays.
déposer des plaintes civiles, faire de cette affaire le plus grand scandale militaire depuis des décennies. La mâchoire de Thomas Reed se contracta. On voyait le calcul à l'œuvre, scénario, risques, dommages collatéraux. Vous vous détruirez vous-même aussi. Vous avez déserté, vous avez violé chaque clause de votre habilitation de sécurité. Vous feriez face à des poursuites. Je m'en moque. Je suis condamné de toute façon. Mais cet endroit... Elle désigna le bunker autour d'eux. Cet endroit mérite de parler. Un des soldats finit par intervenir à voix basse. « Monsieur, nous avons besoin d'instructions du commandement supérieur. » Reed hocha lentement la tête et activa sa radio. « Ici Reed, j'ai besoin d'un lien chiffré avec le Continental Command. Priorité Alpha. Dites-leur que nous avons une situation Silent Trace. Vérification complète requise. » La réponse se fit attendre plusieurs minutes. Lorsqu'elle arriva, l'expression de Reed en disait long. Quelqu'un, très haut placé, avait redouté ce moment, l'avait anticipé, peut-être même préparé. « Reçu », dit-il enfin dans la radio. « Compris. Maintenez le périmètre. Aucune action sans mon autorisation. » Il se tourna vers Evelyn. « Vous allez parler à certaines personnes, par canal sécurisé. Ensuite, on avisera. » « Je ne quitte pas ce bunker tant qu'on n'a pas un accord. »« Alors nous allons rester ici. » Reed sortit une unité de communication portable. « Installez-vous. Ça risque d'être long. » Evelyn s'assit devant l'un des anciens terminaux. Son café avait refroidi à l'étage, mais cela n'avait plus aucune importance. Après 31 ans d'attente, elle pouvait bien patienter encore quelques heures. À l'extérieur, les hélicoptères poursuivaient leur ronde. La neige tombait plus dense, effaçant tout au-delà du périmètre immédiat. Et, au cœur du bunker, des lumières qui avaient attendu 3 décennies commencèrent enfin à remplir leur rôle. L'appareil que Reed installait jurait parmi les équipements d'un autre âge. Technologie moderne, lisse, à côté d'écrans hérités de la guerre froide. Evelyn l'observait travailler, notant la manière soigneuse avec laquelle il évitait de croiser son regard. « Combien de personnes savent que je suis en vie ?» demanda-t-elle. Reed ajusta les paramètres de chiffrement. « Il y a 2 heures, 14. À l'instant, probablement une 50aine. D'ici la fin de la journée, ce sera un briefing classifié pour tout le monde, des chefs d'état-major jusqu'au conseil de sécurité exécutif. » Il la regarda. « Vous réalisez ce que vous avez déclenché ? Il ne s'agit pas seulement de révéler une opération, c'est remettre en question chaque programme clandestin des années 90. Chaque mission classifiée, chaque déploiement hors registre. Vous n'accusez pas seulement des individus, vous attaquez toute la structure de commandement. » Parfait. L'unité émit un signal sonore. Une voix se fit entendre, déformée par le chiffrement. « Colonel Reed, ici la générale Susan Caldwell, Continental Command. Confirmez vos codes d'authentification. » Reed récita une longue suite de chiffres et de lettres. Un silence, puis « Confirmé. Passez là. » Il tendit un casque à Evelyn. Elle l'ajusta et parla distinctement. « Ici Evelyn Carter, matricule 2847339 17722. Médecin de combat, 3e bataillon de transmission, rattaché au commandement des activités spéciales dans le cadre de l'opération Silent Trace. » Une pause, plus longue, puis une autre voix. « Madame Carter, je suis la générale Caldwell. Je vais vous poser quelques questions. Vos réponses détermineront la suite de cette situation. Je vous écoute. Première question. Comment avez-vous survécu à l'incident du 15 mars ?» Evelyn répondit sans émotion, factuelle. « J'étais dans le bunker lorsque l'attaque a commencé. J'ai entendu les tirs. Mon officier commandant, le capitaine Andrew Lynn, a transmis un dernier message avant d'être tué. Il m'a ordonné de rester caché. Il m'a dit que ce n'était pas une attaque ennemie. Il m'a donné un code. Red Signal Echo. C'était le signal de détresse de notre unité en cas de trahison par des forces amies. » « Et vous êtes resté dans le bunker pendant 6 jours. » « Oui, j'avais des rations, un système de filtration de l'eau, du matériel médical. J'ai attendu jusqu'à être certaine que la zone était dégagée. Ensuite, j'ai emprunté le tunnel de sortie d'urgence et quitté le site par le système de drainage de la montagne. Ce tunnel aurait dû être scellé. Il l'était. Mais mal. Celui qui a effectué la vérification finale l'a manqué, probablement parce qu'il ignorait son existence. Il n'apparaissait pas sur les plans officiels. La voix de Caldwell se fit plus incisive. « Comment saviez-vous qu'il existait ?»« Le capitaine Lynn me l'a montré.
3 jours avant l'attaque, il avait découvert des incohérences dans les rapports structurels, des espaces qui n'auraient pas dû exister, des passages intégrés à la construction initiale, mais absents de toute documentation. Il pensait à une erreur. Lui, oui. Moi, non. Pourquoi délibérer ? Parce que quelqu'un avait anticipé le besoin de voies de fuite non enregistrées. Quelqu'un qui savait que ce programme pourrait devoir être effacé brutalement. Dans le casque, Evelyn percevait des chuchotements. Plusieurs personnes, réunies autour de Caldwell, tentaient manifestement d'en mesurer les implications. Deuxième question, reprit la générale, qu'avez-vous fait pendant 31 ans ? J'ai vécu, travaillé, disparu des radars. J'ai changé légalement de nom en 1996. Carter est le nom de jeune fille de ma mère. Je suis devenu médecin de terrain. Parcs nationaux, secours en montagne, lutte contre les incendies. Des endroits où personne ne pose trop de questions sur votre passé, tant que vous savez remettre une épaule en place sous une tempête. La voix se tut un instant, comme si la pièce entière retenait son souffle. Pourquoi ne pas être venu plus tôt ? Demanda la générale. Evelyn ne répondit pas immédiatement. Parce que je voulais survivre, parce que j'avais 23 ans et que j'étais terrorisé, parce que je n'avais aucune preuve, ma parole seule contre toute l'institution militaire. Elle marqua une pause. Et parce que je n'étais pas certaine que qui que ce soit s'en soucierait. Qu'est-ce qui a changé alors ? Je suis en train de mourir. Cancer du pancréas, stade 4, diagnostiqué il y a 6 mois. Le pronostic est mauvais. J'ai décidé que cette histoire comptait plus que ma propre survie. Un silence plus long suivit. Quand la générale Susan Caldwell reprit la parole, sa voix avait changé. Moins interrogatoire, plus calculée, presque diplomatique. « Madame Carter, que voulez-vous exactement ? Je veux que la vérité soit consignée. Je veux que mon unité soit reconnue. Je veux que le capitaine Andrew Lynn, la lieutenante Emily Reed, les sergents Mark Lewandowski et Laura Bennett, le spécialiste Kevin Wang, Amanda Brooks, Carlos Ramirez et la simple soldate Lily Parker soient honorés comme des militaires morts en service. » Elle parlait calmement, sans emphase. Bisognois, pas comme des victimes d'un affrontement imaginaire, mais comme ce qu'ils étaient réellement, les victimes d'une décision de commandement. Une décision qui nécessiterait de reconnaître officiellement l'opération Silent Trace et qui ouvrirait inévitablement des questions sur des dizaines d'autres programmes. « Vous nous demandez de compromettre la sécurité nationale, » répondit Caldwell. « Je vous demande d'arrêter de mentir à propos d'un meurtre. » La voix d'Evelyn resta froide, parfaitement maîtrisée. « Cette opération a pris fin il y a 31 ans. La technologie que vous testiez est obsolète. La seule chose que protège encore le secret défense, aujourd'hui, ce sont des réputations. Et les réputations ne m'intéressent pas. Et les données du bunker, elles enregistrent toujours. Elles sont archivées, chiffrées avec des clés quantiques que nos technologies actuelles ne peuvent pas casser. »« Pas encore, » répondit Evelyn. « Mais avec le temps, quelqu'un y arrivera. 10 ans, 20, un jour, elles sortiront. Vous pouvez contrôler le récit maintenant, ou attendre qu'il explose quand tous les responsables seront morts et incapables d'expliquer quoi que ce soit. » À côté d'elle, Thomas Reed, branché sur un autre canal, fit un geste net de la main, comme pour lui trancher la gorge. Evelyn l'ignora. « Vous nous menacez, » dit Caldwell. « Je vous offre un choix. Reconnaissez ce qui s'est passé. Donnez à mon unité la reconnaissance qu'elle mérite, et je travaillerai avec vous sur la manière de gérer la publication. Refusez, et je m'assurerai que cette histoire sorte de la façon la plus chaotique possible. » Elle laissa les mots se poser. « J'ai préparé des mécanismes de diffusion automatique, des copies des données chez des journalistes, des avocats, des militants. Si je ne me manifeste pas toutes les 72 heures, tout est rendu public. Vous bluffez. Essayez. » Un nouveau murmure étouffé parcourut la pièce autour de la générale. Evelyn attendit. Son rythme cardiaque resta parfaitement stable. Après 31 ans de préparation, l'instant avait quelque chose d'étrangement banal. « Troisième question, » reprit enfin Caldwell. « Si nous acceptons, et je ne dis pas que nous le ferons, que se passe-t-il pour vous ? Je reste ici. Ce terrain m'appartient, légalement. Je vivrai le temps qu'il me reste là où mon unité est morte. Vous seriez surveillé. Installez des caméras, autant que vous voulez, je m'en fiche. » Elle inspira lentement. « Mais cet endroit doit être reconnu officiellement, un mémorial,
Une plaque, quelque chose qui dise que 8 soldats ont servi ici, et que 7 d'entre eux ont été tués à la suite d'une décision. D'une erreur, corrigea Caldwell. Appelez ça comme vous voulez. Erreur, décision. Dites simplement la vérité. Et les données, scellées, pour l'instant, elles seront rendues publiques après ma mort, avec des suppressions convenues ensemble. Non retirées s'il reste des survivants. Détails opérationnels, masqués. Mais le cœur de la vérité intact. Reed secouait la tête, visiblement horrifié. Evelyn continua. Vous gagnez du temps. Vous gagnez une forme de déni plausible. Vous contrôlez le récit. Elle fixa le micro. Tout ce que je demande en échange, c'est l'honnêteté à propos de 8 personnes qui méritaient mieux. 7, corrigea doucement Caldwell. Vous avez survécu. 8, répondit Evelyn sans hésiter, parce que la personne que j'étais est morte dans ce bunker, elle aussi. Evelyn Carter et ce n'est quelqu'un d'autre. Mais la médecin qui a servi dans Silent Trace fait partie du conte. Le silence qui suivit fut le plus long jusqu'alors. Evelyn entendait sa propre respiration amplifiée dans le casque. Le système de ventilation du bunker ronronnait régulièrement. Très loin au-dessus d'eux, les hélicoptères battaient toujours l'air hivernal. « Madame Carter, » dit enfin Caldwell, « vous allez rester exactement là où vous êtes. Ne touchez plus à rien dans le bunker. Ne transmettez aucune donnée. N'accédez à aucun autre fichier. » Une pause. « Le colonel Reed restera sur place avec vous. J'envoie une équipe de spécialistes pour archiver correctement tout ce que vous avez découvert. Cela prendra du temps. Des semaines, peut-être. Êtes-vous prête à cela ? Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Très bien. Je vais passer quelques appels. Nous reprendrons cette discussion dans 6 heures. Elle se tourna vers Reed. Colonel, verrouillez le site. Personne n'entre, personne ne sort sans mon autorisation. Oui, madame. La connexion se coupa. Reed ôta son casque et regarda Evelyn, partagée entre admiration et incrédulité. Vous venez de coincer une générale 4 étoiles dans un angle. Je lui ai laissé une porte de sortie, corrigea Evelyn. Vous pensez qu'elle la prendra ? Elle est assez intelligente pour ça, et si elle ne l'est pas, alors nous saurons si mes dispositifs de sécurité étaient réels ou du bluff. Reed la dévisagea. Ils le sont ? Evelyn esquissa un sourire. Qu'en pensez-vous ? Il secoua lentement la tête. Je suis très heureux de ne pas être dans la même pièce qu'elle, là maintenant. Elle a la réputation de se soucier des soldats. C'est sa chance de le prouver. Il hésita, puis ajouta « Ou c'est sa chance de vous enterrer si profondément que même votre fantôme ne remontera jamais. » Peut-être, répondit Evelyn simplement. Evelyn se leva et s'étira lentement. Une douleur sourde lui traversa le dos. Le cancer progressait. Elle l'avait senti s'accélérer ces dernières semaines, et elle avait prévu cette éventualité, elle aussi. « Quoi qu'il arrive, dit-elle doucement, ce n'est plus entre mes mains. La vérité existe, quelqu'un la connaît. Ça suffit. » Reed s'approcha de la rangée d'équipements et étudia les écrans lumineux. « Cette technologie, ce que vous testiez ici, vous la compreniez vraiment ? Assez pour savoir qu'elle fonctionnait. » Elle fonctionnait ? Evelyn esquissa un sourire fatigué. « Oui, trop bien. C'est sans doute pour ça qu'ils ont tout arrêté. Quand on peut communiquer n'importe où, n'importe quand, avec une sécurité absolue, tout change. Le renseignement, la diplomatie, la chaîne de commandement. Quelqu'un a compris les implications et a eu peur. Ou quelqu'un a compris que ça pouvait devenir une arme, ajouta Reed. Evelyn hocha lentement la tête. Aussi. Ils restèrent silencieux, entourés de machines qui avaient survécu aux intentions de leur créateur. Au-dessus d'eux, la neige continuait de tomber. Les soldats maintenaient le périmètre. Et quelque part, dans une salle sécurisée, des généraux prenaient des décisions sur la vérité et ses conséquences. Evelyn se rassit devant un terminal. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme vieillissante, amaigrie, les traits tirés, mais avec un regard qui n'avait jamais cessé de voir clair. « Vous auriez dû mourir, » dit Reed à voix basse. « Dans ce tunnel, n'importe qui d'autre n'aurait pas survécu. »« Je suis médecin, » répondit-elle sans quitter l'écran. « Maintenir les gens en vie, c'est mon métier. Moi comprise, 31 ans hors des radars, ça demande de la discipline, de la peur, de la colère et beaucoup d'entêtement. » Le reflet d'Evelyn sourit sans chaleur. Surtout de l'entêtement.
La radio de Reed grésilla. « Monsieur, la météo se dégrade. Nous pourrions devoir évacuer le personnel non essentiel. » « Négatif, répondit-il aussitôt. On maintient la position. Faites venir des ravitaillements supplémentaires si nécessaire. C'est une opération de longue durée maintenant. » Reçu. Evelyn écouta l'échange et sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Il restait, ce qui signifiait que la générale Caldwell la prenait au sérieux, et que la négociation était réelle. « Vous savez ce qui a été le pire ?» dit-elle soudain. « Ce n'était pas la peur, ni la vie cachée. C'était de savoir que mon unité est morte en pensant avoir échoué, en croyant avoir commis une erreur, en croyant que l'attaque était de leur faute. » Reed se tourna vers elle. « Ce n'était pas le cas, je le sais. » Mais eux ne le savaient pas. Les derniers mots du capitaine Lynn, je les entends encore. Il s'excusait. Il pensait avoir mal interprété les paramètres de la mission. Il est mort convaincu d'avoir fait tuer son équipe par incompétence. Elle inspira profondément. Il m'a sauvé la vie. Il a sauvé un témoin, qu'il l'ait voulu ou non. Elle désigna le bunker autour d'eux. Peut-être qu'il va aussi sauver sa réputation. Et il y a 7 personnes qui méritent d'être rappelées autrement que comme des victimes d'un accident d'entraînement. Le dossier officiel parle de combattants ennemis. Le dossier officiel ment. C'est pour ça que nous sommes ici. Reed s'assit à un autre terminal. Pour ce que ça vaut, je vous crois, je faisais partie de l'équipe de nettoyage, jeune lieutenant, obéissant, sans poser de questions. Mais je me souviens de la scène, des trajectoires, des analyses balistiques. Ça n'a jamais ressemblé à une embuscade. Les tirs venaient d'en haut, des positions que seules des forces amies auraient pu tenir. « Vous l'avez signalé ?» demanda Evelyn. « J'ai essayé. Mon commandant m'a dit de me concentrer sur la récupération des corps et de laisser l'analyse aux enquêteurs. Quand le rapport final est sorti, il contredisait tout ce que j'avais vu. J'ai demandé des éclaircissements. On m'a répondu de me taire ou de risquer une cour martiale pour avoir remis en cause des conclusions classifiées. Alors vous vous êtes tu. Alors je me suis tu. » Le visage de Reed se durcit. « J'avais 25 ans. Je voulais faire carrière. Je me suis convaincu que je devais me tromper, que des enquêteurs chevronnés savaient mieux qu'un gamin confronté à sa première vraie scène post-combat. » Il marqua une pause. « Aujourd'hui, j'en ai 56. Trop tard dans ma carrière pour avoir peur de quoi que ce soit, sauf de la retraite. Si Caldwell veut enterrer cette affaire, elle devra passer par moi aussi. » Evelyn sentit quelque chose bouger en elle. Un allié, inattendu, mais sincère. « Merci. Ne me remerciez pas encore. On ne sait pas comment tout ça va finir. »« Si, » répondit-elle calmement. « D'une façon ou d'une autre, la vérité sortira. C'est déjà décidé. La seule inconnue, c'est l'ampleur des dégâts en chemin. » Reed hocha lentement la tête. « Alors, on attend. On attend. » Les heures s'écoulèrent lentement dans le bunker. Les soldats se relayèrent à la surface. Des caisses descendirent. Nourriture, eau, chauffage portable. Quelqu'un envoya du matériel médical, ce qui arracha à Evelyn un rire sombre, comme si des antalgiques allaient changer quoi que ce soit à ce stade. Mais elle les accepta quand même. Autant éviter la souffrance inutile. À la 5e heure, la radio de Reed crépita de nouveau. « Colonel, transmission sécurisée en 30. Niveau commandement. » Reed réinstalla l'unité de communication. Cette fois, la liaison était vidéo. Le visage de la générale Susan Caldwell apparut à l'écran. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux argentés, regard marqué par des décennies de décisions difficiles. « Madame Carter, dit-elle, nous avons une proposition. » Evelyn se pencha légèrement vers l'écran. « Je vous écoute. »« Reconnaissance complète de votre unité, » répondit Susan Caldwell. « Décoration posthume, un mémorial officiel au Liberty National Cemetery. Les familles seront informées et recevront une compensation appropriée. » Elle marqua une pause. « En échange, les données resteront scellées pendant 50 ans. L'opération Silent Trace demeure classifiée. Vous fournirez une déposition détaillée, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vécu. Cette déposition sera archivée au plus haut niveau de sécurité. Lorsque les données seront finalement rendues publiques, votre témoignage en fournira le contexte. 50 ans. Evelyn réfléchit. 50 ans signifiait qu'elle ne verrait jamais l'histoire racontée dans son intégralité. Mais son unité serait honorée. Leur famille connaîtrait la vérité, même si le monde ne l'apprenait pas encore. « Et la responsabilité ?» demanda-t-elle. « Ceux qui ont donné les ordres ? Examen interne, conclusion classifiée, scellée.
Donc, pas de justice publique. Pas de justice publique, mais des conséquences, je peux vous le promettre. Evelyn soutint son regard à travers l'écran. Votre promesse ne suffit pas. C'est tout ce que je peux offrir. Evelyn s'adossa à sa chaise. C'était le moment décisif. Accepter une victoire incomplète ou tout faire exploser. Elle pensa au capitaine Andrew Lynn, à son sourire discret quand il lui avait montré le tunnel dissimulé. Au cas où, avait-il dit. Juste au cas où, il avait su, d'une manière ou d'une autre, il avait su. Je veux une chose de plus, dit-elle. L'expression de Caldwell se durcit légèrement. Laquelle ? Je veux rencontrer les familles personnellement avant toute notification officielle. Je veux leur dire ce qui s'est réellement passé, ce que faisaient leurs proches, comment ils sont morts. Sa voix était ferme. Ce n'est pas négociable. Vous voulez ma coopération. Vous voulez que les données restent scellées. Alors je regarde ces familles dans les yeux et je leur dis la vérité. La vraie. Pas une version aseptisée. Un long silence suivit, puis Caldwell hocha lentement la tête. Séance supervisée, temps limité, mais... Oui, vous pourrez leur parler. Evelyn sentit la tension quitter ses épaules. Alors, nous avons un accord. Vous signerez un accord de non-divulgation complet après les entretiens. Oui, et vous resterez ici, sous surveillance pendant toute la durée de votre... Caldwell marqua une pause, choisissant ses mots. Pour l'avenir prévisible. C'est chez moi maintenant, répondit Evelyn. Je ne compte pas partir. Alors c'est conclu. Le visage de la générale s'adoucit imperceptiblement. Pour ce que ça vaut, Madame Carter, ce qui est arrivé à votre unité était injuste. Ce qui vous est arrivé l'était aussi. Je ne peux pas réparer cela, mais je peux m'assurer qu'il soit honoré. C'est tout ce que je demande. L'écran s'éteignit. Reed coupa les systèmes et se tourna vers Evelyn. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, enfin, l'essentiel. Je ne suis pas insatisfaite, répondit-elle. Je suis réaliste. La justice et la vérité ne sont pas la même chose. J'ai obtenu la vérité. Ça me suffit. Reed se leva. Je vais organiser le ravitaillement. Équipez correctement cet endroit. Si vous allez vivre ici, autant que ce soit dans des conditions décentes. Merci. Il hésita, puis ajouta « Et Evelyn, je suis désolé de ne pas avoir insisté davantage il y a 30 ans, d'avoir eu trop peur de poser les bonnes questions. Vous étiez un gamin qui obéissait aux ordres. Vous n'êtes pas responsable des décisions du commandement. Peut-être, mais j'aurais pu essayer plus fort. Vous essayez maintenant. Ça compte. » Reed se dirigea vers l'escalier, puis se retourna une dernière fois. « Dites-moi, ces dispositifs de diffusion automatique dont vous avez parlé, ils existent vraiment ?» Evelyn sourit. « Qu'en pensez-vous » Il secoua la tête, presque amusé malgré lui. « Je suis toujours très heureux de ne pas être à la place de la générale Caldwell. » Puis, il partit. Evelyn resta seule dans le bunker, entourée de machines vibrant d'une vie régulière et obstinée. Dehors, la neige recouvrait lentement la montagne. Les soldats montèrent la garde. Et, quelque part dans les archives profondes de la mémoire militaire, 8 noms entamaient leur lent chemin vers la reconnaissance. Evelyn ferma les yeux. Parfois, quand le vent soufflait juste comme il fallait, elle croyait les entendre. Le rire d'Andrew Lynn, les blagues atroces de Mark Lewandowski, le chant faux mais joyeux de Lily Parker, des fantômes, mais pas pour hanter, pour attendre. « On a réussi », murmura-t-elle au bunker vide. « On a enfin réussi ». Les équipements répondirent par leur bourdonnement constant. La vérité, préservée dans des couches de chiffrement quantique et de matériel vieillissant, trouva sa nouvelle fonction. Pas une arme, pas un secret, un témoin. Enfin, entendu. La transformation du site prit 3 semaines. Des ingénieurs militaires travaillèrent par rotation, renforçant la structure, installant un système de contrôle climatique, mettant en place des communications sécurisées. Ils traitaient Evelyn avec un professionnalisme mesuré, ni tout à fait du respect, ni vraiment de la méfiance, quelque chose entre les deux. Elle les observait depuis l'entrée du bunker, enveloppée dans une parka militaire qu'on lui avait fournie sans commentaire. Le cancer la rendait frileuse désormais. Toujours froide, malgré les chauffages flambant neufs. Le 9e jour, le colonel Reed revint avec une tablette remplie de dossiers. « Les familles, dit-il, informations générales, localisation actuelle. Certaines ont déménagé plusieurs fois.
D'autres n'ont jamais quitté leur ville natale. Toutes pensaient que leurs proches étaient morts lors d'une opération classifiée qui avait mal tourné. Evelyn prit la tablette. 7 dossiers, 7 familles vivant avec un deuil incomplet depuis 31 ans. Quand est-ce que je les rencontre ? À partir de la semaine prochaine, une famille à la fois. 2 heures par entretien. Enregistrement vidéo pour les archives. Un psychologue militaire présent, pour eux ou pour elles, ou pour les deux. Evelyn fit défiler les dossiers sur la tablette. Les parents du capitaine Andrew Lynn étaient décédés depuis longtemps. Il restait une sœur. Laura Reed, née Chen, 53 ans, installée à Tacoma, dans l'État de Washington, avocate spécialisée dans les droits civiques. Evelyn leva les yeux. « Thomas ?» dit-elle lentement. « Laura Chen, elle a un lien avec vous ?» Le visage du colonel se referma avec une neutralité soigneusement contrôlée. « C'est ma femme. » Evelyn cligna des yeux. « Vous avez épousé la sœur de votre officier commandant. »« Je ne le savais pas, » répondit Reed calmement. « Pas au début. Nous nous sommes rencontrés dans un groupe de soutien pour vétérans. 2 personnes marquées par des pertes issues de la même période. Ce n'est que des mois plus tard que nous avons compris le lien. » Il soutint son regard. « Elle sait que j'ai fait partie de l'équipe de récupération. Elle le sait depuis 26 ans. C'est pour ça qu'elle est devenue avocate en droit civique, pour combattre les systèmes qui enterrent la vérité. Est-ce qu'elle sait... Pour moi ? Pour tout ça ? Je lui ai dit il y a 3 jours. Elle attend cette conversation depuis plus longtemps que quiconque. Andrew était son héros. Sa mort a détruit leur famille. Il marqua une pause. Leur père a sombré dans l'alcool. Il est mort 5 ans plus tard. Leur mère n'a pas tenu beaucoup plus longtemps. Evelyn referma doucement le dossier. « Je suis désolée. Ne le soyez pas. Donnez-lui la vérité. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. » Le premier entretien fut fixé au mardi suivant. Durant les jours d'attente, Evelyn se prépara. Elle organisa ses souvenirs, prit des notes, relut les journaux d'archives. Elle ne voulait pas offrir de simples mots. Elle voulait rendre ces personnes à leur famille, aussi complètement que possible. Laura Reed arriva sous une lumière hivernale pâle, grande, les cheveux sombres, les mêmes pommettes que son frère, et dans le regard, quelque chose d'inflexible. Elle observa Evelyn un long moment avant de parler. « Vous connaissiez Andrew. Vous avez survécu. Dites-moi tout. » Elles s'installèrent dans l'ancienne salle de communication de l'avant-poste, désormais chauffée, meublée de chaises disparates. Une caméra enregistrait depuis un angle discret. À côté, la psychologue militaire, Dr Karen Holt, au visage doux, restait silencieuse. Evelyn commença par ce qui était le plus simple. Le déploiement, les objectifs officiels, le quotidien monotone de la maintenance d'équipements expérimentaux. Laura écoutait sans interrompre, absorbant chaque détail des dernières semaines de son frère. Puis Evelyn aborda le 15 mars 1994. Sa voix ne trembla pas. Elle s'y était préparée. « Votre frère m'a sauvé la vie, pas par hasard, par choix. Quand les tirs ont commencé, il aurait pu m'ordonner d'évacuer par l'entrée principale. À la place, il m'a dit de rester caché. Il m'a transmis un code qui signifiait trahison. » Laura serra les accoudoirs de sa chaise. Il savait. Oui. Je pense qu'il soupçonnait quelque chose depuis un moment. Il avait relevé des incohérences, des ordres classifiés qui n'avaient aucun sens, des tests d'équipement enregistrés mais jamais consignés officiellement. Il pensait que quelqu'un menait des opérations non autorisées. Il n'a compris l'ampleur réelle que trop tard. Est-ce qu'il a souffert ? Evelyn savait que cette question viendrait. Elle soutint le regard de Laura. Non, il est mort immédiatement. Un seul tir. Les analyses que j'ai consultées plus tard le confirment. Elle montra la tablette. Il n'a pas ressenti de douleur. Laura hocha lentement la tête. Les larmes coulaient, mais sa voix resta ferme. Quels ont été ses derniers mots ? Carter, reste à couvert. Red signal écho. Dis la vérité. Puis la transmission s'est coupée. Dis la vérité. Laura répéta les mots comme une prière. Il voulait que quelqu'un se souvienne. Il s'est assuré que quelqu'un le ferait. Elles parlèrent pendant 2 heures entières. Evelyn partagea chaque souvenir. Andrew fredonnant de la musique classique en travaillant. Son niveau catastrophique aux échecs, son obsession pour les vérifications quotidiennes, même quand tout fonctionnait parfaitement. Elle dressa le portrait d'un homme méticuleux, compétent, profondément humain, même au cœur d'opérations qui ne devaient officiellement jamais exister.
Quand la séance prit fin, Laura se leva et tendit la main. « Merci d'avoir survécu. Merci d'être revenu. Merci de vous être battu pour que cette histoire soit racontée. » Evelyn serra sa main. « Votre frère méritait mieux. Il méritait tout mieux. » La famille suivante arriva 2 jours plus tard. Le mari de la sergente Laura Bennett, désormais remariée, accompagné de 2 adolescents qui n'avaient jamais connu leur mère biologique. Il écouta le récit d'Evelyn avec une retenue presque militaire, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle décrivit les derniers instants de Laura. La façon dont elle s'était placée entre l'attaque et l'entrée du bunker, cherchant à protéger les autres. « Elle a été soldate jusqu'au bout, » dit Evelyn. « Elle est morte en gagnant du temps pour les autres. » Daniel Bennett hocha lentement la tête. « Ça lui ressemble. Elle a toujours fait passer les autres avant elle. » Sa nouvelle épouse, assise à côté de lui prit la main. « Dis-le aux enfants, » murmura-t-elle. « Ils doivent savoir. » « Oui, » répondit-il, « ils doivent savoir. » Les entretiens se succédèrent. Chaque famille arrivait avec son chagrin, ses questions, son besoin de compréhension. Evelyn leur donna tout ce qu'elle avait, chaque détail, chaque souvenir, chaque parcelle de vérité conservée pendant 31 ans. La mère de la lieutenante Emily Reed avait 84 ans. Frêle, mais l'esprit encore vif. Elle écouta le récit d'Evelyn, puis déclara simplement « Je l'ai toujours su ». Elle leva les yeux. L'histoire officielle ne collait pas. Emily était trop prudente, trop intelligente. Elle ne se serait jamais jetée dans une embuscade. « Elle ne l'a pas fait », confirma Evelyn. « Aucun d'eux ne l'a fait. Ils ont été trahis. » La vieille femme hocha la tête, apaisée. « Bien. Je suis contente d'avoir eu raison, contente de ne jamais avoir cessé de douter. » Elle tendit la main et tapota doucement celle d'Evelyn. « Vous avez bien fait de garder ce secret. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. » La famille de la soldate Lily Parker fut la plus difficile à rencontrer. Ses parents étaient décédés, mais sa sœur cadette, désormais dans la quarantaine, mère de famille, s'effondra complètement lorsqu'Evelyn évoqua le dernier message radio de Lily. Elle chantait, une chanson pop des années 90, faux, joyeuse, jusqu'à la seconde où les tirs avaient nié commencé. Elle chantait toujours, sanglota sa sœur, même quand elle avait peur. C'était sa façon d'être courageuse. Elle l'a été, dit Evelyn doucement, jusqu'au bout. Lorsque les 7 familles eurent été reçues, Evelyn se sentit vidée. Chaque entretien lui avait arraché quelque chose, des fragments de mémoire gardés intacts pendant des décennies, désormais offerts, partagés, disséminés. Mais c'était juste, ils avaient mérité ces vérités. Le colonel Reed la trouva plus tard, assise seule dans le bunker, le regard posé sur des machines qui n'avaient plus rien à cacher. « Comment vous tenez-vous » demanda-t-il. « Je suis en train de mourir » répondit-elle sans détour. Mais ça, c'était déjà le cas. Elle fit un geste vague autour d'elle. « Tout ça, ça donne un sens à la fin. »« Les familles ont apprécié, » dit Reed. « Laura surtout. Elle a dit « Vous lui avez rendu son frère. » Je lui ai rendu sa mémoire. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est assez proche. Evelyn se leva lentement. La douleur était plus forte maintenant. Elle la sentait peser contre ses organes, rendant chaque mouvement plus difficile. Et maintenant, on officialise la reconnaissance. Une cérémonie publique avec les honneurs complets au Liberty National Cemetery, au printemps. Je ne serai pas là au printemps. Le visage de Reed se crispa. Combien de temps ? Quelques semaines, peut-être un mois. Les médecins étaient optimistes au départ. Elle sourit, sans humour. Le cancer du pancréas au stade 4 ne respecte pas les calendriers. On peut avancer la cérémonie. Non. Faites les choses correctement. Prenez le temps. Je n'ai pas besoin d'y être. Je voulais juste que ça commence. Reed sortit un dossier. L'accord de non-divulgation, formulaire standard. Vous signez, et tout devient officiel. Evelyn prit le dossier sans l'ouvrir. Et si je ne signe pas ? Alors tout ce que nous avons fait s'effondre. Les familles n'ont pas de conclusion. Votre unité n'est pas reconnue. Et vous mourrez en sachant que vous étiez si près du but. Il haussa légèrement les épaules. C'est un bon levier, mais c'est la vérité. Evelyn ouvrit le dossier et le lut attentivement. 43 pages de jargon juridique définissant précisément ce qu'elle pouvait dire, et surtout ce qu'elle ne pouvait pas dire, au sujet de Silent Trace. Elle n'en attendait pas moins. Elle signa à la dernière page. Sa signature tremblait, la maladie affectant désormais sa motricité, mais elle restait lisible. Voilà,
dit-elle en lui rendant le dossier. C'est officiel. Reed le rangea soigneusement. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez fait le bon choix. Ce n'est pas l'histoire qui a décidé, répondit Evelyn. C'est vous, et c'est ça qui compte. Elle s'approcha de la fenêtre du bunker, de vraies fenêtres désormais, épaisses, sécurisées. Dehors, la montagne amorçait lentement sa transition de l'hiver vers le début du printemps. La neige était encore là, mais l'air semblait plus léger, prometteur. « Que va devenir cet endroit ?» demanda-t-elle. « Il deviendra ce que vous vouliez, un mémorial, une station de recherche pour historiens spécialisés dans les opérations classifiées de la guerre froide. Peut-être un musée un jour, quand davantage pourra être déclassifié. Bien, il mérite d'être rappelé. Il le sera, grâce à vous. » Ils restèrent silencieux, observant la montagne respirer lentement, comme elle l'avait toujours fait. Evelyn pensa aux 7 personnes mortes ici, au dernier message du capitaine Lin, à la vérité conservée dans des couches de chiffrement quantique et de matériel vieillissant, aux 31 années passées à vivre comme une ombre en attendant le bon moment. « Je suis fatiguée, dit-elle enfin. Je vais vous laisser. » Elle s'arrêta. « Non, je suis fatiguée d'être Evelyn Carter. Elle a rempli son rôle. J'aimerais être quelqu'un d'autre pour le temps qu'il me reste. » Reed fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » Officiellement, légalement, je suis morte. Je le suis depuis 1994. Evelyn Carter est une fiction. Elle réfléchit un instant. Peut-être que je ne devrais pas signer cet accord sous ce nom. Peut-être que je devrais le signer sous mon vrai nom. Votre identité d'origine est classifiée. Alors déclassifiez-la. Au moins ici. Au moins pour ça. Reed hésita. Il me faudrait une autorisation. Obtenez-la. Je veux mourir en étant moi-même. Pas sous une identité de couverture. Il hocha lentement la tête. Je vais passer l'appel. 3 jours plus tard, Reed revint avec de nouveaux documents. L'accord de non-divulgation avait été réécrit. La ligne de signature indiquait désormais « Spécialiste Rebecca Sloan, Armée des États-Unis, médecin de combat, Joint Special Activities Command ». Evelyn, Rebecca, fixa son vrai nom imprimé en toutes lettres. Elle ne l'avait pas vu sur un document officiel depuis plus de 30 ans. Il lui paraissait étranger, presque irréel, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais c'était le sien. Elle signa soigneusement de son nom complet pour la première fois depuis 31 ans. « Voilà, dit-elle doucement. C'est officiel maintenant. » Reed classa les documents avec soin. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ? » ?»« Du temps. Mais je doute que l'armée puisse autoriser ça. » Il esquissa un sourire triste. « Non, mais nous pouvons rendre le temps qu'il vous reste. Supportable. Soins médicaux complets. Accompagnement palliatif, si vous le souhaitez. Je veux rester ici, dans le bunker, là où tout a commencé. C'est possible. » Alexandra balaya du regard l'espace devenu son refuge, l'endroit où elle s'était cachée et avait survécu. L'endroit où 7 personnes étaient mortes en pensant avoir échoué. L'endroit qui, enfin, dirait officiellement la vérité. « Merci, dit-elle, de m'avoir écouté, d'avoir aidé, de ne pas avoir enterré tout ça une seconde fois. »« Merci de ne pas nous avoir laissé le faire, » répondit Reed. Il partit. Alexandra s'assit devant l'ancien terminal et ouvrit les journaux d'archives. Le système avait continué d'enregistrer, de préserver, d'attendre son échéance de 50 ans. Elle entra une dernière note. Ici, la spécialiste Alexandra Pierce, médecin de combat, unique survivante de l'opération Silent Trace. La vérité est désormais consignée. Mon unité sera honorée. Leurs familles savent ce qui s'est passé. La justice est incomplète, mais la mémoire est préservée. C'est suffisant. Fin du message. Elle valida. Les données s'intégrèrent aux archives. Une entrée de plus dans un enregistrement continu qui s'étendait désormais sur 31 ans. Dehors, la neige recommença à tomber. Le printemps viendrait. Le mémorial serait construit. L'histoire serait écrite. Alexandra ne le verrait pas. Et c'était acceptable. Elle avait accompli ce pourquoi elle était revenue. La vérité avait été dite. Enfin, complètement. Irréversiblement. Le reste n'était plus qu'une question de temps qui s'écoulait. Les dernières semaines d'Alexandra passèrent dans l'étrange réconfort du bunker qui avait autrefois été sa tombe. L'armée fournit tout ce dont elle avait besoin.
Matériel médical, antalgique, une rotation de soignants discrets et respectueux. Il savait désormais qui elle était, ce qu'elle incarnait. Le colonel Reed lui rendait visite chaque jour, parfois accompagné de sa femme, Laura. Une amitié inattendue était née entre les deux femmes, liées par la mémoire d'Andrew Lane et par le chemin improbable qui les avait menées sur cette montagne. « Il vous aurait aimé », dit Laura lors d'une visite. Andrew respectait toujours ceux qui se battaient pour la vérité, même quand c'était dangereux. Alexandra esquissa un sourire. Les médicaments adoucissaient désormais les contours de tout. « Il m'a sauvé la vie. Je ne fais que rembourser une dette. »« C'est plus que ça, » répondit Laura. « Vous lui avez rendu son honneur. Vous leur avez rendu le leur à tous. » À l'extérieur, les préparatifs du mémorial avançaient. Malgré le souhait d'Alexandra d'attendre le printemps, Reed avait insisté pour accélérer le calendrier. Les familles méritèrent cette reconnaissance tant que la vérité était encore fraîche, tant que celle qui l'avait protégée pouvait, au moins, en être témoin. Par une froide matinée de mars, 31 ans et 6 jours après l'attaque initiale, la cérémonie officielle eut lieu au Liberty National Cemetery. Alexandra l'a suivie par liaison vidéo depuis son lit, dans le bunker. Trop faible pour voyager, trop proche de la fin, cette tombe, jusque-là marquée seulement par des numéros de série et des mentions classifiées, reçurent de nouvelles pierres, des noms, des grades, des dates de théâtre, de service, et une inscription simple, « Mort en service de la vérité ». Les familles se tinrent ensemble, tandis qu'une garde d'honneur présentait les drapeaux. La générale Caldwell prononça un discours mesuré sur le sacrifice et la complexité des opérations classifiées. Elle ne cita jamais Silent Trace, mais reconnut que ses soldats n'étaient pas morts face à un ennemi, mais à la suite de décisions de commandement, tragiquement mal avisées, selon ses mots. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Alexandra regarda la sœur de Lily Parker serrer son drapeau en sanglotant. La mère âgée d'Emily Reed, droite et digne. Laura acceptait le drapeau de son frère avec le calme de quelqu'un qui avait enfin reçu des réponses après des décennies de silence. Quand la cérémonie prit fin, la liaison vidéo resta ouverte. Reed apparut seul à l'écran, dans ce qui semblait être un bureau privé. « Est-ce que ça a aidé ?» demanda-t-il doucement. « De les voir honorés ?»« Oui, » murmura Alexandra, à peine audible. « Ça a aidé. » « Il y a autre chose, un message personnel de la générale Caldwell. »« Allez-y. » Reed lut depuis sa tablette. « Spécialiste Pierce, votre service et votre sacrifice feront l'objet de distinctions classifiées qui resteront scellées pendant 50 ans. Lorsque l'histoire complète pourra être racontée, vous serez rappelé non seulement comme une survivante, mais comme quelqu'un qui a refusé de laisser mourir la vérité. L'armée vous a failli. Elle a failli à votre unité. Cet échec fait désormais partie du dossier officiel, même s'il demeure classifié. Merci pour votre courage, alors comme aujourd'hui. » Alexandra ferma les yeux un instant, les mots étaient soigneusement choisis, diplomatiques. Mais ils avaient un poids réel, un poids officiel. « Dites-lui merci, » murmura-t-elle. « Dites-lui que c'était suffisant. » Reed hocha la tête. « Je transmettrai. » Il fit une pause. « Daniel ?» Alexandra rassembla ce qui lui restait de force. Les dispositifs de diffusion automatique dont j'ai parlé, ils existaient vraiment. Reed se figea complètement. « Je les ai désactivés, » répondit Rebecca d'une voix faible. « Les mécanismes de diffusion automatique, les données resteront scellées, comme convenu. Les familles connaissent la vérité, ça suffit. » Elle inspira lentement. « Vous nous avez fait confiance. J'ai fait confiance au processus. Et j'ai eu raison. En grande partie. » Reed esquissa un léger sourire. « En grande partie, c'est sans doute le mieux qu'on puisse espérer dans ce genre de situation. Probablement. » Ils échangèrent encore quelques mots sans importance. La météo, les travaux en cours à l'avant-poste, la manière dont les historiens allaient documenter le site. Puis l'énergie de Rebecca déclina nettement. Le médecin resté en retrait lança à Reed un regard appuyé. « Je devrais vous laisser vous reposer, » dit-il doucement. Rebecca rouvrit les yeux. « Avant de partir, promettez-moi quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Quand les 50 ans seront écoulés, quand toutes les données seront rendues publiques, assurez-vous que quelqu'un raconte l'histoire complète, pas seulement les faits, les personnes, qui ils étaient,
Ce qui comptait pour eux ne les laissait pas devenir de simples noms déclassifiés dans des archives. Reed hocha la tête sans hésiter. « Je vous le promets, Laura et moi, on s'en chargera. On aura 80 ans passés, mais on le fera. » « Bien. » Rebecca ferma les yeux. « C'est bien. » Reed mit fin à la communication. L'écran devint noir. Rebecca Sloan resta allongée dans le bunker, entourée de machines qui poursuivaient leur veille silencieuse. Les antalgiques l'entraînèrent doucement vers le sommeil. Elle ne résista pas. Sa dernière pensée consciente fut pour le tunnel dissimulé, celui que le capitaine Andrew Lane lui avait montré 3 jours avant que tout ne s'effondre. La voie de sortie qui lui avait sauvé la vie et qui, au bout du compte, avait mené jusqu'ici. Au cas où, avait-il dit. Au cas où quelqu'un devrait survivre assez longtemps pour dire la vérité. Elle avait survécu. Elle l'avait dite. La dette était payée. Rebecca Sloan mourut 3 jours plus tard, le 3 avril 2027. La cause officielle du décès fut un cancer du pancréas. La vérité officieuse était plus complexe, 31 années de survie, de pression et de but, enfin relâchées. Le colonel Reed organisa un enterrement discret sur le terrain de l'avant-poste. Aucune cérémonie, aucun honneur militaire. C'était le souhait de Rebecca, juste un simple marqueur, sur la montagne où son unité était tombée. L'inscription était sobre. Rebecca Sloan, spécialiste, US Armed Force. Elle a tenu la veille. Les familles étaient y présentes, les 7 réunis dans la neige printanière, honorant la femme qui leur avait rendu la vérité. Laura Reed posa une main sur la pierre. « Repose maintenant, » murmura-t-elle. « Tu l'as mérité. » 2 mois plus tard, l'avant-poste fut officiellement désigné comme site mémoriel. L'accès demeura restreint, mais les historiens disposant des autorisations nécessaires purent s'y rendre. Le bunker fut conservé exactement tel que Rebecca l'avait laissé. Les équipements continuaient de vibrer doucement. Les données poursuivaient leur enregistrement, patientes, en attente de leur révélation dans 50 ans. Certains affirmaient que, les matins calmes, lorsque le vent descendait de la montagne d'une certaine manière, on pouvait entendre des voix. 8 voix. Parlant, riant, vivantes dans une mémoire que quelqu'un avait refusé de laisser disparaître. 50 ans plus tard, par un matin de printemps en 2077, les données classifiées de l'opération Silent Trace furent enfin versées aux archives publiques. Des historiens affluèrent vers le site, désormais officiellement nommé Sloan Memorial Research Facility, animé par une ferveur académique et des projets de recherche minutieux. À la tête de l'équipe se trouvait une femme âgée, Michelle Reed. Elle n'avait que 14 ans lorsque sa grand-mère, Laura, lui avait parlé pour la première fois de Rebecca Sloan et de la montagne où la vérité avait été enfouie, puis exhumée. Désormais professeure d'histoire militaire, elle accédait enfin à l'intégralité du dossier. Les journaux de données retracèrent l'histoire avec une précision glaciale. Transmission radio, surveillance satellite, séquence exacte des tirs du 15 mars 1994, la chaîne de commandement qui les avait autorisés, puis la dissimulation qui avait suivi. Mais ce qui retint surtout l'attention de Michel, ce ne furent pas les données tactiques. C'étaient tous les journaux personnels que Rebecca Sloan avait tenus durant les 6 jours passés, cachés dans le bunker. Jour 1, ils sont tous morts. Je les ai entendus mourir. J'ai entendu Andrew me dire de rester caché. Puis le silence. Je suis seul. Jour 2. Aucun secours, aucune extraction. J'ai des rations pour 1 semaine si je fais attention. Le système de filtration fonctionne. Je peux survivre. Reste à savoir si je le dois. Jour 3. J'ai retrouvé le jeu d'échecs d'Andrew dans la salle commune. Les pièces étaient éparpillées. Il apprenait à Lily à jouer. Elle progressait. J'ai rangé les pièces dans la boîte. Quelqu'un doit se souvenir qu'elle apprenait les échecs. Jour 4. J'ai décidé de survivre, pas pour moi, pour eux. Quelqu'un doit raconter cette histoire, quelqu'un doit lui donner un sens. Jour 5. Vérification des journaux de données. Tout est enregistré, chaque transmission, chaque tir, chaque seconde de trahison. La vérité est ici. Je dois juste la protéger. Jour 6. Demain, je partirai. Je serai quelqu'un d'autre. Discrète, patiente. Mais je me souviendrai pour nous tous,
Michel lut ses entrées à voix haute pour son équipe. Quelqu'un lança un enregistrement pour le documentaire qui suivrait inévitablement. « Elle a attendu 50 ans, dit Michel doucement. Elle a passé toute sa vie adulte à attendre le moment juste pour dire cette histoire correctement. Ce n'est pas seulement de la survie. » Elle leva les yeux. C'est de la dévotion. L'équipe passa des semaines à l'avant-poste, à tout documenter. Les équipements, désormais des artefacts historiques. Le bunker conservé exactement tel qu'il avait été. Le terrain où 7 soldats étaient ronds tombés et où une autre s'était cachée. Le dernier jour de la mission, Michel Reed se rendit seul sur la tombe d'Alexandra Pierce. La stèle était usée, polie par 50 années de tempêtes de montagne, mais l'inscription restait lisible. Elle a tenu la veille. Michel déposa au pied de la pierre une petite pièce d'échec. Un cavalier. « Pour Lily, murmura-t-elle, celle qui apprenait à jouer. Et pour toi, qui a veillé à ce que nous nous en souvenions. » Le vent de la montagne emporta ces mots. Mais la terre se souvenait, le bunker se souvenait, les archives, enfin libérées, se souvenaient, et dans des bureaux et des centres d'archives à travers le monde, les historiens commencèrent leur travail. Ils racontèrent l'histoire complète, pas seulement celle de l'opération Silent Trace, pas seulement la trahison tactique et les défaillances du commandement, mais celle de 8 personnes ayant servi dans l'ombre glacée des opérations classifiées. 8 vies façonnées, brisées ou prolongées par des décisions prises bien au-dessus de leur rang. 8 destins oubliés, puis délibérément rappelés par une femme qui avait refusé de laisser mourir la vérité. Le scandale qui suivit fut réel mais contenu. 50 ans avaient créé la distance nécessaire. La plupart des responsables étaient morts depuis longtemps. Les institutions avaient changé, mais la reconnaissance comptait. L'armée publia des excuses officielles. Un monument fut érigé à Washington portant les noms de soldats morts lors d'opérations classifiées, reconnus ou non à l'époque. Les victimes de Silent Trace y figuraient, leurs noms gravés dans le granit aux côtés de milliers d'autres. Et à l'avant-poste, devenu le Sloan Memorial Research Facility, étudiants et chercheurs continuèrent d'affluer. Ils étudièrent les machines, analysèrent les données, écrivirent thèses, livres et articles sur les technologies de communication, l'éthique militaire, le coût du secret. Mais surtout, ils vinrent comprendre une vérité simple. Certaines histoires refusent de mourir. Certaines vérités attendent des décennies la bonne personne pour être dite. Certaines veilles se poursuivent bien après que le tour de garde aurait dû s'achever. Alexandra Pierce avait tenu cette veille pendant 31 ans, jusqu'à ce que son poids la brise, jusqu'à ce que la vérité qu'elle avait protégée se libère enfin. Et la montagne, ce lieu froid et oublié où tant de choses avaient pris fin et commencé, se souvenait de tout. Dans le bunker, les vieilles machines continuaient de vibrer doucement. Les journaux de données poursuivaient leur enregistrement. Le chiffrement quantique, autrefois destiné à protéger des secrets militaires, conservait désormais quelque chose de plus précieux. La mémoire. 8 personnes avaient ansilvisme ici. 7 étaient à mortes. Une avait survécu pour raconter l'histoire, et désormais tout le monde savait. Le terrain dont personne ne voulait était devenu un lieu que tous se souvenaient. L'avant-poste qui aurait dû disparaître était devenu un mémorial destiné à durer des générations, parce qu'Alexandra Pierce avait acheté une terre abandonnée et refusé qu'elle le reste, parce qu'elle avait vécu assez longtemps pour dire la vérité au pouvoir, parce qu'elle avait compris que, parfois, l'opération militaire la plus importante n'est pas celle qui réussit, c'est celle dont on se souvient honnêtement. La neige tomba sur la montagne ce soir-là, comme 50 ans plus tôt, comme 31 ans auparavant. Le monde continua de tourner. Les saisons changèrent, mais la terre poursuivit sa veille. Certaines vérités valent qu'on meure pour elles,